Je m'appelle Landon Cross. Et le message est arrivé un mardi matin à 9h04 précise, de ma femme, Clarissa. Il était bref, froid, sans appel. Nous avons changé toutes les serrures de la porte d'entrée et le code du portail. Nous ne vous faisons plus confiance. Je l'ai lu 3 fois. Chaque répétition était plus douloureuse que la précédente. Pas d'avertissement, pas de conversation, juste l'exil. La maison que je payais $5600 par mois pour la maison de la famille des nains, mais dont l'argent avait permis de maintenir les murs debout, était désormais scellée contre moi. J'ai dégluti avec difficulté et relu le texte, espérant qu'il disparaîtrait, mais il restait, un verdict qui semblait impossible à renverser. Je me tenais dans le salon, l'air lourd de silence. La lumière du soleil filtrait à travers les stores, illuminant la poussière comme pour mettre en lumière mon échec. La photo de mariage encadrée sur la console me regardait en arrière. Clarissa dans une robe de dentelle, souriant comme si l'amour était indestructible. J'ai touché ce cadre et j'ai senti tout se défaire. Je m'étais convaincu que l'achat de la maison familiale cimenterait notre avenir. Au lieu de cela, ce n'était qu'une cage, une prison dorée que je payais chaque mois. Maintenant, même mes sacrifices étaient devenus une monnaie sans valeur. Une vague de colère et de doute m'a coupé le souffle, mais je refusais de m'effondrer. À 9h30, j'étais devant mon ordinateur portable en train d'annuler le paiement automatique de mon prêt hypothécaire. Le curseur est brièvement passé sur « Confirmer l'annulation ». J'ai hésité, me remémorant les nuits où je m'endormais sur le canapé après 2 journées de travail, persuadé que c'était pour notre famille. Puis j'ai cliqué et une confirmation a clignoté. Le paiement récurrent s'est arrêté. Le soulagement et l'effroi m'ont envahi à parts égales. Clarissa et sa famille recevraient bientôt une mise en demeure, et j'avais hâte de voir le choc sur leur visage. Mon cœur battait la chamade tandis que je conservais chaque relevé bancaire, chaque confirmation de dépôt, constituant un dossier financier qui me protégerait en cas de menace judiciaire. Lorsque l'avocat de Clarissa, Marshall Price, m'a demandé de l'appeler, j'ai souri intérieurement. Laissons-les mijoter. Je ne respectais plus leurs règles. J'ai rédigé un email à Tessa Alustin, l'avocate que j'avais consultée des mois auparavant, dès que le doute m'a envahi. Clarissa a changé les serrures et j'ai arrêté les paiements. Et maintenant? J'ai appuyé sur « Envoyer » et me suis adossé. Mon attirance, ralentissant son impatience, s'est intensifiée. Sa réponse est arrivée rapidement. Vous n'avez aucune obligation légale. Ils ne peuvent pas vous forcer à continuer. Gardez des traces. Son assurance a été une bouée de sauvetage, confirmant que ma position pouvait tenir. Le poids de l'incertitude s'est levé et j'ai ressenti une secousse que je n'avais pas ressentie depuis des mois, le contrôle. Cet après-midi-là, j'ai emballé l'essentiel, des vêtements, mon ordinateur portable et mes souvenirs, la montre de mon père, le foulard en soie de Clarissa qu'elle avait oublié le jour de mon anniversaire, et le journal relié en cuir où j'avais autrefois esquissé nos projets de vie. Chaque objet était un lien avec mon passé fragmenté. 2 valises à la main, j'ai jeté un dernier coup d'œil au salon. La lumière du soleil se reflétait sur le sol ciré, se moquant de ce que j'avais perdu. Je serrais les dents et refusais de me laisser submerger par le chagrin. En sortant, j'ai respiré l'air frais du printemps comme si je respirais la vie. Je savais que le quartier n'avait pas changé. Pelouses impeccables, palissades blanches, enfants à vélo. Pourtant, tout avait changé pour moi. Je me suis dirigé vers ma voiture garée à un pâté de maison, chaque pas résonnant d'une irrévocabilité. Au portail, je me suis arrêté, imaginant la panique de Clarissa lorsque la banque a envoyé son premier avis. J'aurais pu l'appeler pour lui expliquer ou la supplier, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai pressé ma paume contre le métal froid et j'ai accepté le moment où j'avais repris mes esprits. La traversée de Westbrook Heights était surréaliste. Je croisais des voisins qui se saluaient comme si de rien n'était. Arrivé au bord de l'impasse, je me suis retourné et j'ai regardé une dernière fois la maison à la recherche de chambres, d'un jardin immaculé, d'une vie que j'avais financée mais jamais vraiment vécue. Je me suis adossé, j'ai posé la main sur mon cœur et j'ai démarré. En arrivant à l'appartement de mon ami Jonas en centre-ville, je me suis senti exposé, portant ma vie dans 2 valises. Jonas ouvrit la porte avant que je frappe et me conduisit à la chambre d'amis. Il déposa un trousseau de clés sur la commode. « Tu en auras besoin », dit-il. J'acquiesçai, la gratitude mêlée à la gêne. Accepter de l'aide me semblait un aveu de faiblesse, mais je ravalais ma fierté. Parfois, la survie exige de l'humilité.
Plus tard, je retrouvai Tessa dans son bureau. Elle examina mes documents, mes emails, mes relevés bancaires, mes justificatifs de paiement. Tout est en règle, confirma-t-elle. Vos contributions étaient volontaires. Elles n'ont aucun droit. J'exhalai comme si j'avais retenu mon souffle pendant des semaines. Et les menaces de Marshall Price, demandai-je. Elle haussa les épaules. Sans accord exécutoire, ils sont impuissants. La lucidité m'envahit, et une lueur de justification s'alluma. Je me dirigeai vers un café voisin, commandai un café noir et regardai les gens passer. Une mère poursuivait son enfant sur le trottoir. Un homme d'affaires se précipitait à une réunion. Des adolescents riaient sur un banc. La vie continuait, indifférente à mes bouleversements. Cette prise de conscience fut à la fois douloureuse et apaisante. Je n'étais plus le centre de l'attention. J'étais libre de tracer une nouvelle voie. De retour à l'appartement de Jonas au crépuscule, je retrouvai une autre amie qui m'attendait, attentionnée et sans prétention. Elle m'offrit un sourire chaleureux, et lorsque je lui racontai la saga du matin, elle m'écouta sans me juger. « Mais tu mérites mieux », dit-elle doucement. Je laissai ces moments creux, me rappelant que l'empathie existait au-delà des murs que Clarissa avait construits. Nous étions assis sur le balcon, tandis que les lumières de la ville scintillaient comme des lucioles éparses qui s'éveillent. J'avais de l'espoir ce soir-là. Allongé dans le lit de la chambre d'amis, les cartons empilés dans un coin, je compris que la clarté était arrivée après le chaos. Clarissa avait coupé les ponts, pensant que cela me briserait. Au lieu de cela, cela me révéla combien je pouvais être forte sans son échafaudage. Je sombrais dans un sommeil inconnu, libéré du fardeau d'un amour non réhabilité et des pièges de l'assurance financière. Le lendemain matin. Je marchais le long de la promenade, la surface de l'eau scintillant sous le soleil levant. Chaque pas me semblait significatif. Je m'arrêtais et regardais les bateaux passer, transportant des passagers inconscients des drames cachés à terre. Je repensais à Clarissa lisant un autre courriel frénétique, désespérée de sauver une situation qu'elle avait orchestrée. À 11 heures, j'avais rédigé une lettre de démission de mon poste au compte financier de la famille des nains, supprimant complètement mon nom. En cliquant sur « Envoyer », une certitude s'imposait dans ma poitrine. J'étais Landon Cross, plus un mari de second plan ni un soutien de famille invisible. Je contemplais l'horizon, imaginant une vie construite à ma façon. De retour à l'appartement, j'appelai Jonas. « Me fait-on ça ?» dis-je. Il rit. « J'ai déjà du champagne frais. » Je serrai les clés fermement, sachant que quoi qu'il arrive, je n'échangerai plus jamais ma liberté contre une fausse sécurité. C'était enfin une vraie victoire. Ça n'a pas toujours été comme ça. Quand j'ai épousé Clarissa, j'ai cru au principe du partenariat, que deux personnes peuvent construire quelque chose de plus fort qu'elles-mêmes. J'ai emménagé dans la maison familiale de Westbrook Heights, une maison de 4 chambres que ses parents, Vincent et Lorraine des Nains, lui avaient offerte. Même si, à l'époque, cela ressemblait moins à un cadeau qu'à une cage dorée. J'avais mes propres projets, un duplex dans lequel je voulais investir, une idée de petite entreprise que je brossais depuis des mois. Mais elle voulait que je sois avec elle, et je ne pouvais pas refuser. Nous avons convenu que je gérerais l'hypothèque pendant qu'elle bâtissait son entreprise de soins de la peau, son rêve, comme elle l'appelait. Au début, cela ressemblait à un véritable partenariat. J'étais le fournisseur, le pilier, celui qui veillait à ce que la lumière reste allumée et que l'eau coule. J'en étais fier, mais lentement, imperceptiblement, les choses ont changé. Lors des dîners de famille, Vincent s'enquérait de sa dernière gamme de produits, du marketing et de l'image de marque, comme si c'était la seule chose qui comptait. Lorraine complimentait la maison, sa beauté sous la main de Clarissa. Il me saluait d'un signe de tête, comme si j'étais au mieux un remplaçant, au pire un entrepreneur. Sa sœur elle s'est mise à m'appeler Landon la sangsue quand elle avait trop bu de vin, ricanant derrière son verre comme si c'était la blague la plus drôle du monde. Tyson, son frère, ne disait même pas mon nom, juste lui ou le type. Au début, j'en riais, me disant qu'il ne comprenait tout simplement pas. Mais avec le temps, les rires se sont estompés. C'était toujours leur maison. Je n'étais que le portefeuille. Clarissa, de son côté, essayait d'arrondir les angles. « Il vous aime », disait-elle d'une voix douce comme le miel. Mais je commençais n'importe où, sauf par le mien. Ils ne savent tout simplement pas comment le montrer. Je voulais la croire. Je voulais croire que tous ces dîners où je servais le vin, découpais la dinde et faisais la vaisselle après, comme si j'étais la servante,
signifiait quelque chose. Je voulais croire que les rappels constants du nom inscrit sur l'acte de propriété ne signifiaient pas que j'étais une invitée chez moi. Mais la vérité était toujours là, une épine dans le pied. Quand le remboursement de mon prêt immobilier a été débité de mon compte, quand les réparations que j'avais payées sont passées inaperçues, quand Clarissa m'a remercié d'un baiser sur la joue et d'un hochement de tête distrait. Ces moments en étaient la preuve. J'étais de seconde zone, et personne n'allait changer ça. Un soir, je me suis retrouvé sur la terrasse, une bière à la main, à contempler le jardin paysager, aménagé de mes propres mains. J'ai arraché de vieilles racines, planté de nouvelles fleurs, construit l'allée de pierre qui menait du patio au portail. Clarissa avait choisi les couleurs, bien sûr, rose et blanc, délicates et douces, mais c'était mon travail. Et là, debout là, je réalisais que chaque centimètre carré de ce jardin était une métaphore de notre mariage. Beau, mais superficiel. Ma sueur, son nom sur l'acte de propriété. À l'intérieur, j'entendais Clarissa au téléphone avec Rel. Sa voix était douce et mielleuse. Le ton qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. J'ai entendu mon nom une fois, celui de Landon, juste, vous savez, je n'ai jamais compris ce que, juste, voulait dire, mais je n'en avais pas besoin. Je le savais déjà. Ça signifiait que je n'étais pas à la hauteur. Ça signifiait que j'avais donné. Et pourtant, je n'étais pas à ma place. Mon nom n'était pas sur la boîte aux lettres. Mon nom n'était pas sur l'hypothèque. Mon nom n'était pas sur l'acte de propriété. Mais mon nom était sur chaque bulletin de versement, chaque virement bancaire, chaque sacrifice que j'avais fait. Parfois, la nuit, je restais éveillé et j'imaginais ce que ce serait de partir, de reprendre mon nom, mon argent, ma fierté. Mais alors, je me souvenais des promesses que j'avais faites à Clarissa. Je me souvenais de la façon dont elle m'avait tenu la main le jour de notre emménagement, me disant que nous ferions de cette maison notre maison. Je me souvenais de la façon dont ses yeux s'illuminaient lorsqu'elle parlait de sa ligne de soins, et de mon désir de lui donner toutes les chances de réussir. Alors, je suis resté par amour, non. Parce que le mariage était synonyme de sacrifice. Parce que je m'étais engagé. Et je n'étais pas le genre d'homme à manquer à sa parole. Mais ce message du mardi matin a tout changé. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que pendant que je faisais des sacrifices, il planifiait. Planifier une vie où je ne serais rien d'autre qu'un distributeur automatique. La dernière pièce du puzzle s'est enclenchée et l'image qu'elle formait ne me ressemblait pas. Je n'étais pas un mari. J'étais un compte en banque. Et le pire, c'est que j'avais laissé faire. Je leur avais donné les clés et les avais regardés me verrouiller dehors. Tout ça au nom de l'amour. Debout sur cette terrasse la nuit avant que tout ne s'écroule. Je savais au fond de moi que je l'avais déjà perdu, que le partenariat auquel j'avais cru n'était qu'un conte de fées. J'ai pris une longue gorgée de bière, laissant l'amertume se déposer sur ma langue. C'était peut-être mon premier vrai goût d'honnêteté depuis des mois. Car en vérité, je n'étais pas un partenaire. Je n'étais même pas un invité. J'étais juste un client de seconde zone. Et demain, je commencerai à réfléchir à comment devenir quelqu'un de plus. Je me souviens de la première fois où j'ai compris que le prêt immobilier était un piège, même si je ne me l'étais pas avoué tout de suite. La famille de Clarissa traversait une mauvaise passe. L'entreprise de son père a fait faillite. La santé de sa mère a décliné, et soudain, le nom de la salle à manger n'était plus aussi prestigieux. Il comptait beaucoup sur moi. Clarissa se tenait dans la cuisine le soir, les yeux écarquillés et suppliants. Ce n'est que temporaire, Landon. On te le rendra. Et je voulais la croire. Je voulais croire que l'amour, c'était se faire confiance dans les moments difficiles. Alors, j'ai pris plus d'heures au cabinet, j'ai annulé les week-ends que je prévoyais, j'ai vendu la voiture de collection que je restaurais depuis des années, mon dernier vrai plaisir. J'ai tout investi dans cette maison, dans cette famille. Parce que c'est ce qu'on fait quand on est amoureux, non? On construit, on se sacrifie, on maintient le toit en place en attendant que la tempête passe. 5 $, 6 cents, ce n'est rien pour toi, Landon, disait-elle quand j'hésitais à signer un autre chèque ou à payer un autre entrepreneur. Elle glissait ses bras autour de mon cou, pressait ses lèvres contre ma joue et murmurait, « Tu es notre roc. Tu arranges toujours les choses. » Et ça faisait du bien d'entendre ça. J'avais l'impression d'être son héroïne, sa nuit en armure brillante. Je laissais ce sentiment couvrir la petite voix persistante qui me disait que ce n'était pas juste,
que je portais un poids qui n'était pas censé être le mien seul. Mais j'avais fait cette promesse, et je n'étais pas du genre à manquer à ma parole. 2 ans à payer ce prêt immobilier sans faute ont anéanti la compte que j'avais économisé pour mon propre appartement. Je rêvais d'acheter un petit duplex en centre-ville, un endroit où je pourrais me sentir à moi pour en louer la moitié et me constituer un capital. Mais chaque fois que j'abordais le sujet, elle me balayait du revers de la main. Plus tard, disait-elle en feuilletant ses échantillons de produits ou en consultant son téléphone. On se parlera plus tard. Mais plus tard n'arrivait jamais. Plus tard, c'était toujours une autre facture du technicien CVC, du jardinier ou du réparateur venu réparer le chauffe-eau qui ne semblait tomber en panne que sous ma surveillance. Plus tard, Clarissa m'adressait toujours un sourire un peu trop rabâché. Je me souviens d'un soir, assis au bord de notre lit, la lumière de mon écran d'ordinateur illuminant la pile de factures sur mes genoux. J'étais épuisé, la tête bourdonnante après une journée de travail de 12 heures. Je fixais la confirmation de remboursement du prêt immobilier, les chiffres se brouillant sous l'épuisement. Je pensais à mon père qui m'avait appris à tenir parole, à payer mes dettes, à être un homme sur qui on pouvait compter. J'avais si bien appris ces leçons que j'en avais fait une prison. Chaque mois, ce paiement s'effectuait avec une précision irréprochable. Et chaque mois, je me demandais ce que ça ferait de payer pour quelque chose qui m'appartenait. Mais je n'ai pas arrêté. Je ne pouvais pas, par amour, n'est-ce pas? Parce que se marier signifiait faire passer ses rêves avant les miens. Parce que j'avais promis de prendre soin d'elle, de sa famille et de cette maison aux colonnes blanches et à la roseraie qu'elle avait toujours rêvé. Alors j'ai continué à travailler. J'ai vu mes économies fondre. J'ai vendu la voiture. J'ai repoussé mes vacances. Je me laissais croire qu'un jour elle me verrait comme plus que l'homme qui payait les factures. Je me laissais croire qu'un jour elle appellerait cette maison la nôtre plutôt que la sienne. Le pire, c'était la façon dont elle me remerciait, toujours avec ce même sourire crispé, celui qui n'atteignait pas ses yeux. « Tu es si bon pour nous, Landon, disait-elle. Nous. Comme si j'étais laide. Comme si j'avais de la chance d'être inclus. Et chaque fois que je l'entendais, une part de moi se rétrécissait un peu plus. J'avais commencé à disparaître dans cette maison. Mon nom sur chaque paiement, mais pas sur l'acte de propriété. Ce n'était même pas ma maison. C'était la maison de la famille des nains, et j'étais l'homme qui la maintenait debout. Le message du mardi matin était la confirmation définitive que j'avais vécu dans le mensonge. Quand Clarissa m'a envoyé un texto pour me dire qu'ils avaient changé les serrures et le code du portail, ce n'était pas une trahison à laquelle je ne m'attendais pas au fond. C'était l'aboutissement de tous les doutes ignorés, de tous les signaux d'alarme que j'avais choisi de ne pas voir. Mes mains tremblaient en le lisant, mais j'éprouvais aussi une sorte de soulagement, comme si la vérité avait enfin été dite à voix haute. Ils ne me faisaient pas confiance. Ils ne m'avaient jamais fait confiance. Je n'ai jamais fait partie de la famille. Je n'étais que leur portefeuille. Et maintenant qu'ils avaient décidé que je ne servais plus à rien, ils m'ont jeté comme une carte de crédit usée. J'aurais pu l'appeler, exiger des explications, mais à quoi bon? Les serrures avaient été changées. Le code du portail réinitialisé. Le message avait déjà été envoyé, au sens propre comme au figuré. Alors, j'ai fait la seule chose que je pouvais faire. J'ai ouvert mon ordinateur portable, me suis connecté à mon compte bancaire et j'ai annulé le prélèvement automatique. Mon doigt est resté sur la souris une longue seconde. Mon esprit était un tourbillon de souvenirs. Les anniversaires que j'avais payés. Les anniversaires que j'avais fêtés seul pendant qu'elle travaillait tard. La maison que j'avais tondue, peinte et paysagée. Puis j'ai cliqué. L'écran s'est rafraîchi. Le prélèvement automatique a cessé. La confirmation était si brutale, si définitive, que j'eus l'impression d'une porte qui claquait. Je me suis assis, le cœur battant, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La liberté. La maison finirait par être en défaut de paiement. La banque appellerait. Clarissa paniquerait. Vincent fulminerait. Mais j'en avais assez. J'en avais assez de payer pour leur confort alors que le mien était réduit à une simple anecdote dans ma vie. Je me suis adossé contre le dossier, les yeux fixés au plafond, et j'ai expiré. Ce n'était pas la fin que j'avais imaginée pour nous, mais peut-être était-ce celle dont j'avais besoin depuis le début. Lorsque leur avocat, Marshall Price, m'a envoyé un email sec, « Nous avons un problème. Appelez immédiatement. » J'ai souri pour la première fois depuis des mois. Parce que finalement, enfin,
ce n'était pas moi qui réglais le problème. La semaine précédente, avant les serrures, l'avocat et la fracture finale, j'avais essayé. Mon Dieu, j'avais essayé. Je rentrais d'une nouvelle longue journée de travail. Ma chemise était froissée, mes chaussures éraflées, et mon esprit submergé par les chiffres et les échéances. Clarissa m'avait envoyé un texto en milieu d'après-midi. Dîner de famille ce soir, 7 heures pile. Aucune explication, ni s'il vous plaît ni merci, juste une attente. C'était comme ça depuis des mois maintenant. Ses besoins dictaient le rythme de notre vie. Et je suivais son rythme. J'ai soupiré et répondu, compris. Même là, le poids dans ma poitrine me disait que je courais droit au but. Je suis rentré à 18 heures et la maison bourdonnait de voix. La sienne, le rire aigu de sa sœur Elle, le murmure bas de la voix de son père Vincent. Une odeur de riche et de chair flottait dans la cuisine. De l'ail, du beurre, quelque chose qui me coûtait probablement 1 heure de salaire. Cuisiner ne me dérangeait pas. J'avais toujours aimé ça. Mais ce soir, c'était différent. Clarissa m'a accueilli à la porte, les bras croisés. « Me tu es en retard ?» a-t-elle dit, comme un patron qui vérifie si un employé va bien. J'ai regardé ma montre. Je ne l'étais pas, désolé, murmurai-je, mais ses excuses avaient un goût de cendre. Elle me tendit un sac de courses. « Tu peux commencer les pâtes ? On est en retard. » J'acquiesçai, car c'est ce que je fis. Je me dirigeai vers la cuisine, mis l'eau à bouillir et tâchai d'ignorer les rires qui provenaient de la salle à manger. J'avais l'impression d'être la domestique, un fantôme chez moi. J'éminçais l'ail, faisais revenir les oignons, ajoutais la sauce, remuais les pâtes. C'était moi qui payais cette sauce, cet ail, cette maison. Et pourtant, j'étais celle qui était exclue de la conversation. De temps à autre, j'en captais un fragment. Les préparatifs du mariage de Rel, les plaintes de Vincent concernant l'économie, le jugement de Lorraine sur la taille de la servante. J'ajoutais plus de sel que d'habitude, juste pour avoir l'impression de maîtriser quelque chose. Quand le dîner fut enfin prêt, je portai la marmite à table. Clarissa riait à une remarque de Tyson, la tête renversée en arrière, comme si je me sentais autrefois l'homme le plus chanceux du monde. Maintenant, c'était comme une performance pour tout le monde sauf moi. J'ai posé les pâtes et elle m'a à peine regardé. « Merci », a-t-elle dit comme si elle parlait à un serveur. J'ai tiré ma chaise et c'est là que Michel s'est éclairci la gorge et a dit « Alors, Landon, on a des nouvelles ?» J'ai haussé un sourcil, me préparant. Rel a souri, ses dents blanches pointues. « Michael et moi emménageons. » Elle l'a dit comme une victoire. J'ai cligné des yeux, confus. « À la maison ?» ai-je demandé. La question a semblé ridicule à la seconde où elle a quitté ma bouche, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. J'avais besoin de l'entendre. La pièce s'est tue, comme lorsqu'on laisse tomber un verre ou un secret. Les yeux de Clarissa se sont tournés vers moi, puis vers son verre de vin. Elle n'a pas croisé mon regard. « Tu n'es presque plus là ?» a-t-elle dit d'une voix froide. « Tu travailles tout le temps. Ce n'est pas comme si tu avais besoin d'espace. » Je sentis ces mots me transpercer la poitrine. Ce n'est pas comme si j'avais besoin d'espace. J'ai payé pour chaque centimètre carré de cet endroit. J'ai payé pour chaque centimètre carré. Ma voix était faible. Mi-rire, mi-blague. Alors, je paie pour une maison qui n'est plus qu'un tas de coquillages. Compris. Les lèvres de Clarissa se contractèrent d'irritation. Ne sois pas mesquine, dit-elle. Mesquine. Le mot résonna dans la pièce, me collant à la peau comme du goudron. Je jetai un coup d'œil à Vincent, qui regardait partout sauf moi. Tyson avait ce sourire narquois qu'il arborait toujours quand il trouvait que j'exagérais. Lorraine tripota sa serviette comme si elle se lavait les mains. Je finis mon verre d'une seule gorgée, la brûlure de l'alcool n'apaisant guère la douleur dans ma poitrine. Je me levai, la chaise raclant le sol comme une sonnette d'alarme. « Je vais sortir », dis-je d'une voix neutre. Clarissa ne leva pas les yeux. « D'accord », dit-elle en tendant déjà la main vers le saladier comme si j'étais un meuble parmi d'autres. Je traversai la cuisine, l'odeur d'ail et de déception pesante. Je m'arrêtai à la porte, espérant presque qu'elle m'appelle, que quelqu'un dise « Attends, parlons-en ». Mais le silence régnait dans la pièce, alors je partis. Dehors, l'air était frais et vif. Je pris une inspiration, essayant de me calmer.
Je les entendais à travers la fenêtre, des rires, des verres qui trinquaient, le bruit d'une famille célébrant quelque chose dont je ne faisais même pas partie. Je repensais à toutes ces nuits où j'avais travaillé tard pour payer ce prêt immobilier. À toutes ces fois où j'avais laissé mes propres rêves prendre la poussière pour que Clarissa puisse poursuivre les siens. Et maintenant, je n'étais plus qu'une pièce de rechange, une arrière-pensée. Je montais dans ma voiture et restais assis un long moment, les clés à la main, à contempler la maison que j'avais construite à la sueur de mon front et avec mes économies. Elle avait la même apparence qu'avant, immaculée, parfaite, mais je ne m'y sentais plus comme chez moi. J'avais l'impression d'être enfermé. Je roulais sans but cette nuit-là. Les lumières de la ville se brouillaient tandis que des larmes que je retenais sans le savoir coulaient sur mes joues. Je pensais à la voix de mon père dans ma tête. La maison d'un homme et son château. Et comment j'avais laissé la mienne me disparaître petit à petit. Je me demandais quand j'avais cessé d'être un mari pour devenir un salaire. Quand l'amour s'était-il transformé en obligation? Quand la famille de ma femme était-elle devenue plus importante pour elle que moi? Je n'avais pas les réponses. Tout ce que je savais, c'est que je me sentais petit, plus petit que jamais. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Allongé sur le canapé du bureau, les yeux rivés au plafond, comptant chaque démarrage du réfrigérateur, chaque craquement des vieilles poutres en bois. Je pensais au dîner qui n'était pas pour moi, à la maison qui n'était pas la mienne, au mariage qui ressemblait à une mise en scène dont j'avais été exclu. Et lorsque les premières lueurs grises de l'aube se sont glissées par la fenêtre, j'ai su que quelque chose devait changer. Je ne pouvais pas continuer à payer pour une vie qui ne m'incluait pas, je ne pouvais pas continuer à être une citoyenne de seconde zone chez moi. Il fallait que je trouve une issue. Il fallait que je récupère les morceaux de moi-même qu'ils avaient laissés s'effriter. Et peut-être, juste peut-être, que cela a commencé en m'éloignant d'une table à laquelle je n'avais jamais été vraiment invité. C'est étrange comme le silence peut sembler la chose la plus bruyante au monde. C'est ce que j'ai entendu le matin où j'ai lu son message. Le message qui a fermé toutes les portes dont je pensais avoir la clé. On a changé toutes les serrures de la porte d'entrée et le code du portail. On ne te fait plus confiance. Je l'ai lu dans la lumière avant l'aube. La lueur de l'écran de mon téléphone projetait de longues ombres sur le mur. Ma gorge s'est serrée. Pas de choc. Non, plus maintenant. Mais d'une prise de conscience qui s'était accumulée comme une fuite lente au fond de mon esprit. Je ne faisais plus partie de la famille. Peut-être que je ne l'ai jamais vraiment fait. J'ai essayé de l'appeler d'abord, directement sur sa messagerie. La deuxième fois, pareil. Sa voix était tout en douceur sur l'enregistrement. Laisse un message. Je t'appelle dès que je peux. La douceur me fit l'effet d'une gifle. Je m'assis au bord de mon lit, les yeux rivés au sol comme si la réponse était gravée dans le bois. Les souvenirs me semblaient comme un film en accéléré. Les vacances où c'était toujours moi qui payais le traiteur et le vin. Les anniversaires où mon nom était sur la facture, mais jamais sur le gâteau. Toujours là, jamais à ma place. J'appelai ensuite son père. Vincent décrocha à la deuxième sonnerie, sa voix calme et froide comme s'il s'attendait à cet appel. Clarissa essaie juste de préserver sa paix intérieure, dit-il comme si cela suffisait à excuser une trahison qui aurait anéanti n'importe quel autre homme. Je sentis la colère monter dans ma poitrine, amère et aigre. Protéger sa paix intérieure? Je suis son mari, dis-je d'une voix tendue. J'ai payé cette maison. J'ai payé chaque mensualité de prêt immobilier, et maintenant je suis enfermé dehors comme une sorte d'intrus. Il y eut un silence, puis un soupir. C'est une affaire de famille, Landon. Mieux vaut laisser tomber. Mieux vaut laisser tomber. Ces mots étaient empreints de privilèges, avec la tranquille assurance d'un homme qui ne s'était jamais soucié de payer les factures. J'ai raccroché avant de dire quelque chose que je ne pouvais pas retirer. Mes mains tremblaient. Mon esprit hurlait. J'avais besoin de quelqu'un, n'importe qui puisse me rappeler que je n'étais pas le fou. J'ai parcouru mes contacts jusqu'à ce que je trouve Jonas, mon plus vieil ami, celui qui m'avait vu signer ce premier chèque de prêt immobilier avec fierté et un brin de doute. Je l'ai appelé et il a décroché à la première sonnerie. Landon, a-t-il dit d'une voix ferme. Parle-moi. Je lui ai tout raconté sur les serrures, le code, le SMS. Je lui ai parlé de la voix de Vincent au téléphone. Douce comme l'huile. Quand j'ai eu fini, Jonas est resté silencieux. Puis il a prononcé ces mots qui se sont ancrés dans mes os comme une encre. Landon, tu n'as jamais été de la famille.
Tu étais leur source de financement. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre, mais aussi, d'une certaine manière, de pouvoir enfin respirer. Ce soir-là, je me suis assis sur le canapé, une bière dans une main et mon téléphone dans l'autre. La télévision était allumée mais silencieuse, la lumière vacillante jouant dans la pièce comme des fantômes. Je me suis connecté à mon compte bancaire, fixant la ligne de transaction qui avait trop longtemps régné sur ma vie, le remboursement de l'hypothèque de Westbrook Heights. J'ai repensé à chaque heure travaillée, à chaque heure supplémentaire, à chaque week-end annulé. J'ai repensé au duplex que j'avais voulu acheter, aux rêves que j'avais mis de côté. J'ai repensé au dîner de famille où je n'étais pas de la famille, au fait où j'étais l'hôte mais jamais l'invité. J'ai repensé à la façon dont Clarissa avait dit « ce n'est pas comme si tu avais besoin d'espace », et au fait que personne ne l'avait contesté. J'ai appuyé sur annuler. L'écran s'est rafraîchi. Le paiement automatique a été interrompu. Je me suis adossé, le poids de ce clic plus lourd que prévu. La maison serait en défaut de paiement. Un jour, la banque viendrait frapper à la porte. Peut-être paniquerait-il. Peut-être qu'il m'appellerait, me supplierait de réparer ce qu'ils avaient cassé. Je l'ignorais. Peu m'importait. Je n'allais pas être le héros cette fois. Je n'allais pas être le rocher sur lequel il s'appuierait en riant dans mon dos. Plus maintenant. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et rédigé une mise en demeure au prêteur. Je ne suis pas copropriétaire du bien situé à l'adresse indiquée. Je mets fin aux contributions volontaires avec effet immédiat. J'ai joint tous les documents, tous les relevés bancaires, tous les courriels. Je voulais une trace écrite, une preuve que j'avais fait ma part, que j'avais payé mes cotisations, que je n'étais pas le méchant dans leur histoire tordue. J'ai appuyé sur « Envoyer » et j'ai fermé l'ordinateur. Mon cœur battait la chamade. Mais pour la première fois depuis des mois, ce n'était pas la peur. C'était plutôt l'espoir. Ou peut-être juste la défiance. 2 jours plus tard, le courriel arrivait. Marshall Price, l'avocat de la famille des nains, leur chevalier blanc en costume, chevauchant avec toute l'urgence d'un homme qui vient de réaliser que son château est en feu. On a un problème. Appelle immédiatement. Je l'ai lu 2 fois, un sourire aux lèvres. Qu'ils aient un problème. Qu'ils mijotent. Qu'ils paniquent. J'avais joué selon leurs règles trop longtemps, et cela m'avait exclu de ma propre vie. C'était maintenant à mon tour de changer les règles. Je me suis servi un autre verre et j'ai regardé par la fenêtre les lumières de la ville, chacune d'elles une minuscule étincelle dans l'obscurité. J'ai pensé à la maison de Westbrook Heights, celle que j'avais construite à la sueur de mon front et avec mon argent, mais jamais à mon nom. Je me suis demandé ce que Clarissa faisait en ce moment. Était-elle assise dans le salon avec ses parents, en train de planifier sa prochaine action? Peut-être était-elle déjà en train d'écrire l'histoire de ma chute, me faisant passer pour le méchant de sa pièce. Laisse-la faire. J'avais appris quelque chose ces dernières 72 heures. Je n'avais pas besoin de sa version des faits. Je n'avais pas besoin de sa validation. Je n'avais pas besoin de sa maison parce qu'au final, ils avaient changé les serrures, mais ils ne pouvaient pas changer qui j'étais. J'étais Landon Cross. J'étais l'homme qui payait leur confort. L'homme qui travaillait tard pour qu'ils puissent vivre confortablement. L'homme qui aimait une femme qui ne l'aimait jamais autant. Mais j'étais aussi l'homme qui pouvait s'en aller. Et tandis que j'étais assis là, la lueur de l'écran s'estompant dans la nuit, j'ai réalisé que parfois, s'en aller n'est pas une faiblesse. C'est la seule force qui compte. Il n'aurait jamais pensé que je couperais les vivres. C'est ce qui rendait la satisfaction d'avoir manqué le paiement. La banque n'a pas tardé à s'en apercevoir. Le premier avis est arrivé à la maison un jeudi matin, adressé à Clarissa. J'ai imaginé son visage lorsqu'elle a ouvert l'enveloppe. L'horreur dans ses yeux, la confusion, la rage inévitable. Elle avait dû m'appeler une demi-douzaine de fois ce jour-là, mais à ce moment-là, j'avais bloqué son numéro. Il le fallait. Je ne supportais pas le son de sa voix, ce ton doux et manipulateur qui m'avait toujours convaincu de mettre la main à la poche. Vincent m'a envoyé un email plus tard dans l'après-midi, ces mots imprégnés de la même condescendance que des nains. Il faut qu'on parle de ça comme des adultes, Landon. Comme si je n'avais pas été le seul adulte dans la pièce depuis des années, à porter leur poids financier sur mes épaules. Je l'ai ignoré. Michel a envoyé un message bref et concis, très mature. Es-tu fier de toi? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai pris des captures d'écran de chaque message, de chaque email,
de chaque petit rappel de la façon dont il me traitait comme un distributeur automatique de billets sur pattes. J'ai revu Tessa Alustin ce soir-là dans son petit bureau bien rangé au coin de Pine et Mercé. Elle portait un tailleur bleu marine et un petit pendentif en or, ses cheveux noirs tirés en arrière en un chignon serré qui respirait le professionnalisme. Elle avait toujours été calme, le genre d'avocate qui n'avait pas besoin d'élever la voix pour dominer la salle. Elle a examiné mes documents avec la précision d'un chirurgien. Ils n'ont pas de dossier, a-t-elle confirmé d'une voix grave, même vos paiements étaient volontaires. Les relevés bancaires prouvent que vous avez des documents prouvant que vous n'êtes jamais mentionné sur l'acte de propriété ou le prêt. Ils n'ont aucun droit légal de vous forcer à continuer de payer. Elle me regarda alors, ses yeux bruns aigus. Mais vous, monsieur Cross, vous avez un effet de levier. Les mots ont envoyé un frisson dans ma colonne vertébrale. Effet de levier. J'avais passé si longtemps à donner que j'avais oublié ce que c'était que d'avoir quelque chose qu'il voulait. Je me suis assis sur ma chaise, exhalant la tension que j'avais transportée pendant des mois. Quel genre d'effet de levier? J'ai demandé, même si j'avais déjà un sens. Elle sourit, petite et sournoise. Ils ont besoin de vous pour continuer à payer ou ils perdent la maison. La banque n'attendra pas pour toujours. S'ils ne peuvent pas refinancer ou se vendre assez rapidement, il entre en forclusion. Elle a à nouveau traversé les documents et avec votre preuve de paiement volontaire, vous n'êtes pas sur le crochet pour rien. J'ai ressenti une vague de justification, comme chaque insulte, chaque œil parallèle, chaque fois qu'il me brossait au dîner était sur le point de revenir les hanter. J'ai quitté son bureau ce soir-là avec ma tête haute, la ville aérienne tranchante et électrique sur mon visage. Je suis passé devant les magasins et les restaurants, le bourdonnement de la vie autour de moi se sentant plus réel qu'il ne l'avait fait depuis des années. Je n'étais plus seulement l'homme qui a payé les factures. Je n'étais pas à l'étranger, l'étiquette le long du mari qui ne s'intègre jamais tout à fait. J'étais terre et croix, l'homme avec effet de levier. Et Dieu, ça faisait du bien. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un autre email de Marshall Price. Nous demandons de toute urgence de reprendre les paiements hypothécaires pour éviter le défaut. Il lisait. J'ai presque ri. Le même avocat qui m'avait traité une fois comme une réflexion après coup plaidait maintenant pour mon aide. J'ai laissé son message sans réponse. Laissez-les transpirer. Je n'avais plus d'obligation de réparer leur gâchis. Ce jour-là, j'ai effacé mon emploi du temps et je me suis concentré sur moi-même. Je suis allé courir le long de la rivière, laissant le rythme régulier de mon souffle noyer le bruit des dernières semaines. J'ai pensé au duplex que j'avais presque acheté avant que Clarissa ne me convînt d'investir dans notre avenir en payant son hypothèque. J'ai pensé au week-end que j'avais passé à faire des heures supplémentaires pour couvrir les dépenses de sa famille pendant qu'il vivait comme des royautés. J'ai pensé aux nuits que je m'équivais, me demandant ce que je faisais de mal, pourquoi rien de ce que je faisais n'était suffisant. À chaque étape, j'ai senti que le poids glissait sur mes épaules comme une vieille peau usée. De retour à la maison, la chambre d'amis de Jonas qui était devenue mon sanctuaire, j'ai sorti la boîte de reçus et de courriels que j'avais collectés au fil des ans. Chaque note de remerciement qui ressemblait plus à un reçu. Chaque que nous vous rembourserons qui ne s'est jamais réalisé. Chaque carte d'anniversaire de la famille de Clarissa qui m'a remercié d'avoir pris soin de notre fille, mais n'a jamais reconnu l'homme derrière l'argent. Je les ai tous déposés sur le lit, une chronologie de mon effacement. Et puis j'ai pris des photos une par une. Je voulais un record, pas seulement pour la protection juridique, mais pour moi, un rappel que je n'avais pas imaginé cela, que je n'avais pas inventé les années à prendre soin d'eux sans un seul mot de remerciement. Que je n'avais pas été fou de me sentir comme un étranger dans mon propre mariage. Tessa a appelé ce soir-là, sa voix vive. Vous devriez vous attendre à ce qu'ils essaient de vous culpabiliser pour vous aider, peut-être même vous menacer de drame familial. Ignorez-le. Vous êtes libre de maintenant. J'ai fermé les yeux et laissé ça s'enfoncer. Gratuit? Un mot que je n'avais pas ressenti si longtemps qu'il avait un goût étranger sur ma langue. Au fil des jours, la tempête pourrait commencer la force. Le deuxième avis de la banque est arrivé. Clarissa m'a envoyé un long texte sinueux qui a commencé avec « Nous avons été blessés, Landon ». Et s'est terminé par un plaidoyer manipulateur. « Tu ne vois pas combien nous avons besoin de toi. Pas d'excuses, pas de responsabilité, juste de tourner. » Je n'ai pas répondu. J'avais passé des années à répondre à chaque appel, à chaque plaidoyer, à chaque demande. Je ne leur devais rien maintenant. Au lieu de cela, je l'ai transmis à Tessa, puis j'ai bloqué son numéro.
Vincent a essayé ensuite. Un email cette fois plein de condescendance paternelle et de menaces pas si voilées. Vous devez comprendre, Landon, c'est une question familiale. Nous sommes tous ensemble. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai fermé sans répondre. Nous n'avions jamais été dedans ensemble. J'en avais été seul. J'avais été celui qui payait, sacrifiant pendant qu'il récoltait les prestations. Maintenant, ils pourraient faire face aux conséquences de la vie qu'ils avaient construite sur mon dos. Cette semaine-là, Jonas m'a aidé à trouver un nouvel appartement au centre-ville, un petit endroit d'une chambre avec des sols grinçants et un robinet qui fuit, mais une vue qui ressemblait à un nouveau départ. Alors que nous transportons des boîtes dans les escaliers étroits, j'ai attrapé mon reflet dans le miroir du couloir, fatigué mais déterminé. J'ai regardé Jonas, la sueur coulant de son front. Vous savez, dit-il, en souriant. Vous vivez enfin pour vous-même. Je me faisais une pause, en boîte à la main, et je me suis rendu compte qu'il avait raison. Pour la première fois depuis des années, je ne vivais pas pour le rêve de quelqu'un d'autre. Je vivais pour moi. Lors de ma première nuit là-bas, j'ai commandé des plats à emporter et je me suis assis sur le balcon, les lumières de la ville s'étendant comme une promesse. J'ai pensé à la maison à Westbrook Heights, maintenant juste un bâtiment avec une hypothèque que je ne possédais plus. J'ai pensé à Clarissa et à sa famille, à me précipiter pour réparer leur propre fabrication. Et j'ai senti quelque chose comme la paix s'installer sur moi. La tempête qu'ils avaient commencé leur revenait, et j'étais enfin libre. Et dans ce calme, avec le bourdonnement de la circulation en dessous et le pêcher de la pluie dans l'air, j'ai réalisé que je ne les déteste pas. Je ne leur ai pas souhaité la douleur ni la vengeance. Je ne leur devais plus. Je ne leur dois pas mon temps, mon argent, ma loyauté. Je ne leur devais pas mon silence. Je ne leur devais pas ma vie parce qu'ils ont changé les serrures en pensant qu'ils me verrouillaient. Mais tout ce qu'ils ont fait était de déverrouiller la porte d'une vie que je pouvais enfin appeler la mienne. Et à ce moment-là, la tempête ne se sentait plus si terrifiante. Cela ressemblait à un vent nettoyant, balayant les mensonges et les dettes et la culpabilité. Et je me suis assis là à le respirer et je me sentais enfin à la maison. Ils l'ont appelé une intervention, mais c'était comme une configuration à partir du moment où j'ai reçu l'email. Nous devons parler. Réunion familiale chez Margie S. House dimanche à 3 ans. Aucune explication, juste un autre commandement, comme si j'étais toujours leur guichet automatique fiable avec les jambes. J'ai hésité avant de répondre. Mon premier instinct a été de les ignorer. Laissez-les se tordre dans le vent qu'ils ont créé. Mais ensuite, j'ai pensé à cette intervention de mots. Ils voulaient que je revienne sur le crochet. Ils voulaient me culpabiliser pour me faire sentir que j'étais celui qui les avait abandonnés. Alors j'ai tapé, je viendrai, mais j'apporte Tessa. J'ai frappé Sand, mon cœur battant, mais il n'y avait plus de retour maintenant. Quand dimanche est arrivé, je suis entré dans l'allée de tante Margie quelques minutes plus tôt. Sa maison était l'une de ces reliques de banlieue. Buissons envahis, flamants plastiques par la boîte aux lettres, une allée fissurée qui racontait des histoires de jours meilleurs. Je me suis assis dans la voiture pendant 1 minute, saisissant le volant, me stabilisant. Tessa m'a rencontré au trottoir, sa mallette à la main, ses yeux calmes. Prêt, elle a demandé. J'ai hoché la tête, même si chaque cellule de mon corps voulait partir. À l'intérieur, l'odeur du vieux tapis et du papier m'a frappé au visage. Ma marge elle-même se tenait à la porte, les bras pliés, les lèvres se déplaçaient comme si elle suçait des citrons depuis l'administration Reagan. Landon, a-t-elle dit, son ton de politesse de force qui a à peine caché le dédain en dessous. Tellement content que vous puissiez nous rejoindre. Je lui ai fait un sourire serré. Vous ne m'avez pas vraiment donné le choix. Elle a ignoré cela, me faisant inaugurer dans le salon où le reste d'entre eux était assis comme un jury. Clarissa sur le canapé, les bras croisés, les yeux rouges mais provoquants. Vincent et Lorraine se sont perchés dans des chaises assorties, leurs visages se déroulent en sombre détermination. Rel sur la coudoir à la recherche d'un combat. Tyson près de la fenêtre, les bras pliés, la tête vers le bas, un bourreau silencieux. Marshall Price était là aussi, un pad légal sur ses genoux, une épingle à portée de main comme s'il était sur le point de me contre-interroger. Je me suis assis près de la cheminée, Tessa s'installant à côté de moi. Sa présence calme m'a ancré, m'a rappelé que je n'étais plus seul. Clarissa a parlé en premier, sa voix tremblant juste assez pour vendre la performance. Landon, elle a commencé. Nous sommes ici parce que nous nous soucions de vous. À propos de nous?
les choses sont devenues incontrôlables. J'ai rencontré son regard, refusant de détourner le regard. Inalté, je faisais écho. Vous voulez dire qu'après m'avoir verrouillé hors de la maison, j'ai payé et changé le code de porte sans mots? Elle tressaillit, mais seulement une seconde. Vincent a alors sauté dedans, sa voix toute autorité patriarcale. Fils, nous sommes tous de la famille ici. Des erreurs ont été commises des deux côtés, mais nous pouvons passer au-delà de cela si vous reviendrez à la table. J'ai laissé rire. Court et amer. Famille, vous avez changé les serrures sur moi. Tu m'as dit qu'on ne faisait confiance. Maintenant, tu veux que je revienne parce que tu es sur le point de perdre la maison. Marshall s'éclaircit la gorge, ajustant ses lunettes comme s'il se préparait à livrer la ligne qui me briserait. Landon, a-t-il dit, vous avez contribué de manière significative à l'hypothèque. Vous comprenez sûrement les ramifications de défaut. Cela nous affecte tous. Je me penchai en avant, rencontrant son regard. C'est votre problème maintenant. J'ai des documents prouvant que mes paiements étaient volontaires. Je ne suis pas sur l'acte. Je ne suis pas sur le prêt. Vous ne pouvez pas me forcer à payer pour une maison que je ne possède pas. Tessa a sorti une pile de papiers, puis des copies des relevés bancaires, des emails, même le texte de Clarissa me disant qu'il changerait les serrures. Monsieur Cross n'a aucune obligation légale de poursuivre les paiements, a-t-elle dit, sa voix stable et calme. Toutes les menaces de poursuite judiciaire sont sans fondement. Le masque de Clarissa glissa un instant, ses yeux se rétrécissant. Vous ruinez tout, siffla-t-elle. J'ai ressenti un scintillement de pitié, puis je l'ai étouffé. J'avais passé trop de temps à les pitié, en laissant cette culpabilité me piéger dans une vie à laquelle je n'avais jamais vraiment appartenu. Non, dis-je tranquillement. J'ai juste arrêté de payer pour tout. Vincent a ouvert la bouche pour protester, mais Marshall a mis une main sur le bras. Décidé que je n'étais bon que pour payer les factures. J'ai fini, dis-je. Les yeux de Clarissa s'écarquillèrent, la panique se casse finalement par son sang-froid. Landon, s'il vous plaît. Elle a commencé, mais j'ai levé une main. Pas. Je vous ai tout donné et vous m'avez enfermé. Vous avez décidé que je n'étais pas de la famille. Maintenant, vous pouvez vivre avec ça. Je me tournai et me dirigeai vers la porte, chaque pas en se sentant comme la liberté. À l'extérieur, l'air était net et froid, mais je l'ai respiré comme un homme qui s'était finalement échappé d'un bâtiment en feu. Tessa m'a rattrapé la voiture, son visage solennel, mais fier. Vous avez parfaitement géré cela, a-t-elle déclaré. J'ai hoché la tête, ma gorge serrée. Pour la première fois depuis des années, j'ai dit, j'ai l'impression que je me suis finalement choisi. Elle sourit alors, un petit mais véritable sourire. C'est à quoi ressemble la vraie force. Nous nous sommes éloignés de la maison de tante Margie, le quartier s'estompant dans le rétroviseur. J'ai pensé aux années que j'avais passées à essayer de faire mes preuves à des gens qui ne m'avaient jamais vu comme un portefeuille. J'ai pensé au temps que j'avais souri les dîners, riais de leurs blagues, on signait chaque chèque avec une promesse qui ne s'est pas retournée. Et je me sentais plus léger que je ne l'avais fait depuis des années. Parce que dans cette pièce, entouré de gens qui pensaient m'approprier, j'avais réalisé que la seule personne à laquelle je devais appartenir était moi-même. C'était la liberté qu'ils ne pouvaient jamais me prendre. Et c'était comme rentrer à la maison. L'avis de forclusion officielle de la banque est arrivé une semaine plus tard, envoyé par courrier certifié et estampillé avec la finalité froide de la bureaucratie. Il a été adressé aux occupants de l'adresse de la maison de Clarissa. Mais bien sûr, j'ai lu chaque mot avant de le transmettre à Tessa. Même l'enveloppe ressemblait à un petit triomphe amer, comme la maison elle-même reconnaissait enfin la vérité que je connaissais depuis le début. J'avais fini de payer les illusions des autres. Clarissa a dû m'appeler 20 fois ce jour-là, chaque appel sans réponse. Elle les a suivis avec un message qui a commencé le froid. Vous détruisez nos vies, puis vous vous êtes déplacé vers un désespoir chaud et manipulateur. Nous avons été blessés, Landon. Tu ne vois pas ça? Je n'ai pas répondu. Je ne lui ai pas dû expliquer. J'avais passé trop longtemps à porter le poids des choix de sa famille sur le dos, et je n'allais plus le faire. Jonas était celui qui m'a trouvé ce soir-là, debout au milieu de mon petit appartement, la lettre de forclusion dans une main, une bière dans l'autre. « Ça va ?» demanda-t-il, préoccupation gravée sur son visage. J'ai regardé la lettre comme si elle avait été écrite dans une langue étrangère, se sentant à parts égales justifié et épuisé. « Ouais, dis-je, voix basse.
Pour la première fois depuis des années, je pense que je pourrais l'être. Il m'a applaudi sur l'épaule, son sourire. Il ne pensait pas que vous le feriez réellement. J'ai ri, un son rugueux qui m'a gratté la gorge. Je ne l'ai pas non plus, admis. Mais nous y voilà. J'ai emménagé dans cet appartement du centre-ville, une chambre qui sentait la vieille peinture et les nouveaux débuts. C'était petit, bien sûr, mais c'était le mien. Chaque boîte que j'ai déballée ressemblait à un acte de défi silencieux. Mes vêtements, mes livres, ma vieille guitare, même la lampe que j'ai achetée sur impulse lors d'une vente de garage il y a 3 ans. Je l'ai mis sur le rebord de la fenêtre et j'ai laissé les lumières de la ville filtrer à travers sa teinte fissurée, peignant les murs dans des tons chauds et ambres. Je me sentais plus chez moi là que je ne l'avais jamais fait dans la maison de Clarissa, où chaque coin se sentait mis en scène pour une compagnie qui n'est jamais venue me voir. Le travail avait été une bouée de sauvetage à travers le pire, quelque chose de stable quand tout le reste ressemblait à des sables mouvants. Mon patron m'a appelé dans son bureau ce vendredi. Son sourire large et sincère. « Nous vous faisons la promotion », a-t-il dit. Le chef de projet senior est livré avec une bosse de paye et plus de contrôle sur vos comptes. J'ai cligné des yeux, les mots prenant une seconde pour s'installer. Merci, j'ai balbué. C'était bien, comme si quelqu'un avait finalement vu ma valeur au-delà des chèques que je pouvais signer. J'ai quitté son bureau avec un sourire qui était trop grand pour mon visage. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression que l'univers était enfin incliné en ma faveur. Une semaine plus tard, Maya est entrée dans ma vie. Presque comme le destin attendait le bon moment pour nous présenter. Nous nous sommes rencontrés une fois au barbecue d'un ami commun. Elle a ri de l'une de mes blagues et m'a demandé si j'avais toujours été aussi drôle. À l'époque, j'avais été trop occupé à essayer de plaire à tout le monde pour remarquer son sourire. Mais maintenant, elle se sentait comme le premier souffle honnête que j'avais pris depuis des années. Elle m'a envoyé un texto à l'improviste. Entendu que vous êtes libre ces jours-ci. Café. J'ai hésité au début. Les vieilles habitudes meurent dures. Et une partie de moi s'est toujours demandé si c'était un test. Mais ensuite je me suis souvenu du texte de Clarissa. Nous avons été blessés. Landon, tu ne vois pas ça? Je l'ai vu. Très bien. J'ai vu que j'avais été blessé aussi. Et il était temps d'arrêter de s'excuser pour cela. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café au centre-ville. Des murs en briques exposés, des chaises incompatibles, le genre d'endroit qui avait l'impression d'avoir son propre rythme cardiaque. Maya était assise près de la fenêtre, une tasse fumante de quelque chose à base de plantes bercées dans ses mains. Elle leva les yeux quand je suis entré, son sourire chaud et sans garde. « Toi, dit-elle, comme si nous nous connaissions toujours. Peut-être qu'une certaine manière que nous avions. » J'ai commandé un café, noir et chaud, et nous nous sommes assis pendant des heures à parler de tout et rien. Son rire ressemblait à la médecine, chaque éclat de poursuivant un autre morceau de l'amertume qui s'était installé dans ma poitrine. Au moment où le soleil s'est plongé sous les toits de la ville, j'ai réalisé que je n'avais pas pensé à Clarissa ou à sa famille une fois. C'était comme une petite victoire. Plus tard dans la soirée, je me tenais sur le balcon de mon appartement, l'air frais mordant ma peau et regardais la ville respirer. J'ai pensé à cette maison à Westbrook Heights, celle que j'avais payée mais que je ne possédais jamais. J'ai imaginé le salon, le tapis usé, la table à manger où je m'étais assis seul pendant qu'il riait à huis clos. Je me demandais ce que Clarissa faisait maintenant, si elle avait trouvé un moyen de faire tourner le récit en sa faveur. Peut-être qu'elle disait déjà aux gens que je les avouerais, que je l'avais laissée à lui-même. J'avais passé trop de nuits à me tordre en nœuds en essayant de la rendre heureuse. J'avais fini d'être son héros, sa nageoire et sa saisie, son bouclier. J'avais fini d'être son quoi que ce soit. Un coup à la porte m'a tiré de mes pensées. Jonas, tenant une boîte à pizza et un pack de 6, pensait que vous pouviez utiliser une entreprise, a-t-il dit, son sourire aussi large que la ville. J'ai ri et je l'ai laissé entrer. Nous nous sommes assis par terre, des tranches de pizza graisseuses à la main, des bouteilles de bière cliquant comme de vieux amis. Vous êtes différent maintenant, a-t-il dit entre les bouchées. Plus léger, j'ai haussé les épaules, mais il avait raison. Quelque chose s'était déplacé en moi. Une force silencieuse qui est venue de moi-même. De finalement abandonner une vie qui ne s'était jamais vraiment adaptée. Ils voulaient que je sois leur fondation, ai-je dit. Mais je leur ai construit une maison dans laquelle ils ne voulaient jamais que je vive. Il hocha la tête, les yeux doux. Et maintenant, vous en construisez un pour vous-même.
Les mots se sont installés sur moi comme une promesse. Une semaine plus tard, j'ai reçu un autre email de Clarissa. Nous devons parler. S'il vous plaît. Je ne savais pas à quel point vous vouliez nous dire pour nous tous. J'ai regardé les mots, ne ressentant rien d'autre qu'une douleur creuse. Je n'ai pas répondu. Je l'ai transmis à Tessa, qui m'a appelé plus tard. Elle ressent les conséquences. Landon, a-t-elle dit, et elle espère que vous la renflouerez à nouveau. J'ai ri alors, un son qui ne semblait pas familier, mais juste. Elle est seule maintenant, dis-je. J'ai ma propre vie à construire. Cette nuit-là, alors que je m'allongeais dans mon lit, la ville fredonnant autour de moi, j'ai senti une paix tranquille s'installer dans ma poitrine. Pour la première fois, je n'ai pas été défini par le poids des attentes de quelqu'un d'autre. Je n'étais pas l'homme qui tenait les murs en ruine avec des chèques de paix et des excuses. Je venais juste d'atterrir, et c'était suffisant. J'ai fermé les yeux, le bruit de la circulation qui m'a bercé pour dormir et j'ai rêvé de demain. Pas celui que j'avais construit pour eux, mais celui que je construisais enfin pour moi. Quand je me suis finalement laissé passer à la maison, j'avais versé tellement de ma vie, c'était un endroit différent de celui que je me souvenais. La pelouse était inégale. Les rossins Clarissa se sont passés à tomber en train de tomber dans la chaleur du début de l'été. La peinture sur les colonnes blanches avait commencé à peler, exposant des fissures qui semblaient trop familières. Je me suis assis au trottoir pendant une minute, au ralenti du moteur, en regardant un jeune couple transporter des courses dans la promenade. Un tout petit a chassé un golden retriever à travers la cour, la queue du chien remontant comme si elle n'avait jamais connu la tension qui avait hanté ces salles. Un panneau floral se pencha à un angle gênant dans la saleté. Vendu. L'autocollant rouge vif proclamant la finalité de tout cela. Ce chapitre de ma vie était terminé. Je me laisse respirer la réalisation silencieuse. Je n'appartenais plus ici. Et ça allait. Rel et son fiancé s'étaient séparés un mois avant la fin de la vente. Un ami d'un ami m'a dit que cela s'était produit rapidement. Trop de combats sur l'argent, blâme les jeux qui sont devenus incontrôlables. La maison qui avait autrefois été elle le sanctuaire était devenue sa prison. Je ne pouvais pas me résoudre à me sentir désolé pour elle. Elle m'avait appelé à atterrir dans la sangsue suffisamment de fois pour que ma sympathie s'était efforcée depuis longtemps. Les parents de Clarissa, Vincent et Lorraine, avaient emménagé dans une location à travers la ville. 3 chambres, petite cour, pas de colonne blanche. Le mot dans le quartier était que Vincent avait essayé de poursuivre les apparitions, mais les versements hypothécaires manqués l'avaient rattrapé. La dynastie des nains, construite sur l'héritage et les apparences, s'était finalement effondrée sous sa propre arrogance. Et j'avais cessé d'être l'échafaudage qui le maintenait. Je ne suis pas allé dans la maison. Je n'en avais pas besoin. J'avais laissé assez de moi dans ces murs et à chaque chèque que j'avais écrit, chaque réparation que j'avais financée, chaque dîner que j'avais préparé pour des gens qui ne m'ont jamais vraiment vu. Je n'avais pas besoin de rester dans ces pièces vides pour savoir ce qu'ils avaient perdu. Je savais déjà qu'ils avaient perdu leur fournisseur, leur bouc émissaire, leur bienfaiteur silencieux. Et ils l'avaient perdu parce qu'ils n'avaient jamais réalisé qu'il était une personne. Ils m'ont traité comme une banque. Et quand le compte a été sec, ils se sont tournés contre moi comme si j'étais le problème. Mais la vérité était que j'avais cessé de payer pour une vie qui n'a jamais été la mienne. Et ce faisant, j'avais finalement trouvé le mien. De retour à mon appartement, la ville se sentait vivante d'une manière que la banlieue n'a jamais eue. J'ai échangé des pelouses entretenues et des sourires forcés contre des nids de poules et le bourdonnement de la circulation, et j'ai adoré. Maya m'a rencontré pour le déjeuner ce jour-là, une petite célébration de rien et de tout. Nous nous sommes assis dans un stand près de la fenêtre, la lumière du soleil attrapant ses cheveux d'une manière qui la faisait paraître presque éthérée. Elle atteignit la table, ses doigts chauds sur le mien. « Vous avez fait la bonne chose, dit-elle, sa voix calme mais forte. J'ai hoché la tête, même si une partie de moi luttait toujours avec la culpabilité. Des années d'être celle qui a fait que tout va bien n'a pas disparu du jour au lendemain. Mais j'apprenais. Apprendre que je n'avais pas à répondre à chaque plaidoyer, je n'ai pas eu à résoudre chaque problème. J'ai été autorisé à laisser go. Ce soir-là, j'ai ouvert mon email juste pour m'assurer que rien d'urgence n'avait été passé. Et c'était là, le nom de Clarissa dans ma boîte de réception. La ligne d'objet disait « Nous avons tout perdu parce que vous étiez amer ». Je l'ai regardé pendant longtemps, les mots pulsant comme une blessure qui a refusé de fermer. Il y a un an, je me suis peut-être précipité pour répondre, expliquer, pour m'excuser.
Mais maintenant je savais mieux. J'ai cliqué dessus, mes yeux scannant son ton familier, manipulateur, auto-justice, s'accrochant à l'histoire où j'étais le méchant. Ma poitrine s'est resserrée, mais ce n'était pas de la colère. C'étaient les derniers vestiges d'un amour que j'avais dépassé. J'ai frappé la réponse et tapé une ligne. Non, tu as tout perdu parce que tu pensais que je ne partirais jamais. J'ai pressé send et senti une finalité silencieuse s'installer sur moi. J'ai supprimé le fil et fermé mon ordinateur portable. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un sentiment de paix que je n'avais pas ressenti depuis des années. J'ai fait du café dans ma propre cuisine, le type bon marché qui avait toujours le goût de la liberté. Moi j'ai regardé autour de mon appartement, chaque mine de surface, à chaque choix la mienne. Personne ne pouvait me prendre ça. Personne ne pouvait me verrouiller. Le soleil a filtré à travers les rideaux, chaud et propre. J'ai siroté mon café et laissé le silence s'enrouler autour de moi comme une promesse. Jonas a appelé cet après-midi, sa voix brillante. Devinez qui j'ai rencontré à la quincaillerie? Il a demandé. J'ai ri. Est-ce que je veux même savoir? Il gloussa. Vincent. Il avait l'air d'avoir vieilli 10 ans. Je voulais savoir si vous reviendriez encore à vos esprits. J'ai secoué la tête, un sourire tirant sur les coins de ma bouche. Dites-lui que je vais très bien, dis-je. Mieux que bien. Jonas rit à nouveau. C'est ce que je lui ai dit. Nous avons fait des plans pour une randonnée d'un week-end, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années parce que chaque samedi avait été revendiqué par les listes de tâches sans fin de Clarissa. L'idée de l'air frais et de la sueur honnête ressemblait à une célébration de tout ce que j'avais retrouvé. Ce week-end, Maya et moi avons passé un après-midi à explorer un marché de producteurs. Elle des rires faisant écho dans les allées bondées. Je me sentais léger, non caché par le poids des obligations que j'avais portées comme une seconde peau. À un moment donné, elle s'est arrêtée pour regarder un musicien de rue jouer une chanson triste sur une guitare battue. Elle me regarda alors, ses yeux brillants. « Mais tu as l'air heureuse » a-t-elle dit. J'ai souri. Je pense que je suis. Et ce n'était pas un mensonge. Pour la première fois, la vie que je vivais ressemblait à la mienne. Aucune chaîne attachée. Aucun code de porte n'a changé derrière mon dos. Cette nuit-là, alors que nous étions assis sur mon petit balcon, la ville lumineuse peignant le ciel. J'ai pensé à la maison à Westbrook Heights. À propos des dîners que je payais, mais que je n'avais jamais été invité à vraiment apprécier. À propos du jardin que j'avais construit de mes propres mains, seulement pour qu'on me dise que je n'y appartenais pas. J'ai pensé à la famille qui m'avait appelé une sangsue, un étranger, une source de financement, et je ne ressentais que du soulagement que je n'étais plus là. Ils pourraient garder leur manoir d'illusion. J'avais mon appartement, mon travail, mes amis, mon liberté, et cela valait plus que tout argument de paiement hypothécaire ou de table à manger. Parfois, la liberté n'est pas bruyante. Parfois, c'est un café du matin calme dans un endroit qui vous appartient. Parfois, c'est un rire qui n'est pas forcé. Parfois, c'est un email unique qui ferme une porte que vous ne voulez plus jamais traverser. Et parfois, c'est simplement l'absence d'une voix qui a autrefois dicté chacun de vos mouvements. C'est le genre de liberté que j'avais trouvé. C'est le genre de liberté que je garderai. Parce que même s'ils perdaient tout ce qu'ils avaient construit sur mon dos, j'avais trouvé tout ce qu'ils n'avaient jamais vu venir moi-même. Et c'était la seule chose dont j'avais besoin. Un an plus tard, je m'assois sur le balcon de ma nouvelle maison. Une chambre, un 3e étage, rien d'extraordinaire, mais entièrement le mien, et sirote mon café alors que la lumière du matin se déverse sur les toits de la ville. La chaleur du soleil ressemble à une bénédiction, douce et indulgente. Maya est assise à côté de moi, un livre ouvert sur ses genoux, son rire portant la brise alors qu'elle fait remarquer une faute de frappe dans laquelle elle a trouvé un livre de cuisine. Nous en rions, à l'absurdité des erreurs d'orthographe, à la petitesse des imperfections quotidiennes de la vie. Pour la première fois depuis si longtemps, je ressens le poids de tout ce que j'avais transporté de glisser de mes épaules, ne me laissant rien d'autre qu'un sentiment de soulagement tranquille. Certaines personnes pensent que la vengeance est forte, explosive, même. Mais ma vengeance n'était pas une porte claquée de fureur ou d'une déclaration de guerre publique. C'était une décision simple de cesser de payer pour un mensonge. La maison dont ils m'ont exclu, vendue dans une vente à découvert, remplacée par une autre famille qui le méritait plus que jamais. L'engagement de Rel s'est terminé par des flammes. Son fiancé a déménagé,
la laissant avec plus de dettes qu'elle ne pouvait épauler. Vincent et Lorraine, forcés de réduire la taille, vivant dans un petit endroit au bord de la ville où personne n'est venu frapper des faveurs. Et Clarissa, j'imagine qu'elle vérifie son téléphone, attendant des excuses qui ne viendront jamais. Je ne leur souhaite pas de douleur, mais je ne leur dois plus réconfort. C'est la liberté. Calme, sans vergogne. L'hypothèque que je payais chaque mois a disparu, remplacée par mon propre nom sur un bail modeste. Mes chèques de paie vont au dîner avec des amis, des excursions d'une journée spontanée avec Maya, des investissements en moi-même. J'ai un compte d'épargne maintenant, réel. Plus une bouée de sauvetage pour les urgences de quelqu'un d'autre. Je ne suis pas l'homme qui vit dans l'ombre des rêves de quelqu'un d'autre. Je ne suis pas le mari de l'espace réservé. Je suis juste terre et croix, assez fort pour choisir son propre chemin, pour construire une vie qui n'est que la mienne. Parfois, je marche dans la ville la nuit juste pour en ressentir le rythme. Le bourdonnement de la circulation, l'écho de la musique des fenêtres ouvertes, l'odeur de la nourriture de rue qui dérive dans l'air comme une invitation. Il y a une liberté dans ces rues et la façon dont chaque personne porte sa propre histoire sans demander la permission d'exister. Je me mélange ici, inaperçu, mais vivant. Et dans ces moments, je sais que je n'ai jamais eu besoin de l'approbation de la famille de Clarissa ou du poids d'une maison qui n'était pas une maison. J'avais juste besoin de faire confiance que j'étais suffisant seul. Maya lève les yeux de son livre et m'attrape en regardant au loin. « Ça va ?» demande-t-elle, un petit pli entre ses sourcils. Je souris et tente sa main, la serrant doucement. « Ouais, je dis. » Mieux que d'accord, elle inclinait sa tête, son sourire se ramollit. « Je suis fier de toi, dit-elle. Pour abandonner tout cela. » Je hoche la tête, une gratitude silencieuse qui fleurit dans ma poitrine. Parce que c'est la chose. Lâcher prise n'est pas une faiblesse. C'est la chose la plus forte que j'ai jamais faite. Le jour où Clarissa a changé les serrures, je pensais qu'elle m'avait tout pris de moi. Mais debout ici maintenant avec Maya à côté de moi, je le vois clairement. Ils ont seulement pris ce que j'ai donné trop librement. Mon temps, mon énergie, mon sentiment de moi. Quand j'ai cessé de financer leurs fantasmes, j'ai trouvé la vie que je me suis niée. J'ai trouvé le rire qui n'était pas forcé, le silence qui n'était pas une punition, l'amour qui n'était pas transactionnel. J'ai trouvé un homme qui ne s'excuserait pas de lui avoir choisi. Je termine mon café et me penche en arrière, regardant le soleil grimper plus haut dans le ciel. Un oiseau atterrit sur la balustrade pendant un moment, inclinait la tête sur moi, puis décolle, libre. Pas de corde, pas de culpabilité. J'envie cet oiseau pendant une seconde, puis réalise que je ne suis pas différent maintenant. Je suis libre aussi. Je pense à cette maison que j'ai laissée et à la façon dont elle n'a jamais été vraiment la mienne. Je pense au message de Clarissa, le dernier auquel j'ai répondu, et à quel point cela ressemblait à la fermeture d'une porte sur un chapitre que j'avais écrit dans l'écriture de quelqu'un d'autre. Et je pense à la manière silencieuse que j'ai terminé tout. Pas de cri, pas de drame, juste un simple clic sur un bouton. Annulé. Fait. Ce n'étaient pas les feux d'artifice qu'ils attendaient, mais c'était la libération dont j'avais besoin. Ils ont changé les serrures, mais j'ai toujours tenu les clés. Et c'est la liberté qui fait l'écho à chaque décision que je prends maintenant. Calme, régulier. Les miens. Je me penche et embrasse Maya Temple. Faisons des plans, dis-je. Elle sourit. Tout ce que vous voulez, répond-elle. Et pour la première fois, je sais que c'est vrai parce que cette vie est la mienne. Chaque page, chaque chapitre, chaque fin qui mène à un nouveau départ. Et c'est une liberté que personne ne peut me verrouiller à nouveau.